Et là aussi, ça veut dire la création d'un grand service public de l'emploi et de la formation, par exemple. Plutôt que de la NPE que l'on a aujourd'hui qui ne sert plus à grand-chose, qu'ils ont petit à petit détruite, c'est vrai. Mais ça veut dire donc un nouveau contrat de travail, complètement différent, liant le patron au salarié. Ça veut dire des mesures spécifiques pour les jeunes, ça veut dire la mobilisation de l'argent, et ça veut dire des droits d'intervention dans la gestion de l'entreprise, pour les salariés. Mais on y reviendra si vous voulez après. Et donc, mais qui est tout est lié, parce que quand on tire aujourd'hui une chose, tout est lié, tout fait partie du tout, je dirais. Avec, je dirais, en élément, je dirais, en fondation, je dirais, de cette sécurité emploi-formation, c'est notamment la mobilisation de l'argent. Parce que pour aller vers une éradication du chômage, il faut non seulement développer le service public de l'information, de l'emploi et de la formation, mais il faut relancer de l'activité. Relance des services publics et relance de l'activité industrielle, économique, industrielle, de production et de services. Et il faut rééquiper un certain nombre d'entreprises, réorienter leur production et empêcher les délocalisations. Dans la sécurité d'emploi et de formation, il y a aussi, je dirais, un droit de veto suspensif par les salariés contre les licenciements économiques et les licenciements pour délocaliser. Et donc, ça veut dire qu'il faut mobiliser l'argent. Et mobiliser l'argent des banques. Et pour cela, on propose à l'appui, dans chaque région et au niveau national, des fonds régionaux pour l'emploi et la formation, avec un fonds national pour l'emploi et la formation, qui serait adossé à un pôle financier public, avec notamment la nationalisation de deux grandes banques, la BNP et la Société Générale, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres, entre parenthèses. Parce qu'on parle que de la BNP et de la Société Générale, parce que les autres, elles sont sur des fondements mutualistes, malgré tout. Même le crédit agricole, le crédit mutuel, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut réactiver véritablement, je dirais, le fonctionnement mutualiste de ces banques avec de vrais pouvoirs à l'intérieur, je dirais, des salariés du système qui travaillent dans les banques, mais des gens qui possèdent, qui ont des dépôts dans ces banques. Que ce soit eux qui décident de la politique bancaire. Et le fonctionnement de ces fonds régionaux et de fonds nationaux serait à partir d'argent public. Argent public que l'on prendrait où? Tout simplement, on pourrait par exemple prendre les 25 ou 27 milliards annuels d'exonération de cotisations sociales des entreprises. Mais on pourrait piquer aussi une petite partie du CICE. Le CICE, 21 milliards, plus le pacte de responsabilité, 20 milliards, ça fait 41 milliards. Bref, on pourrait en prendre une partie. Si on prendrait cet argent-là, non pas pour payer les banques, rembourser les banques, mais pour prendre en charge les taux d'intérêt, puisque vous avez vu qu'au début, j'ai dit les charges financières des entreprises. Et dans les charges financières, il y a beaucoup d'intérêts bancaires. Donc, pour prendre en charge les taux d'intérêt. Et, bien évidemment, cette prise en charge des taux d'intérêt par le fonds régional se ferait sous la demande des salariés des entreprises et sous leur contrôle pour s'assurer que l'argent emprunté à la banque sera bien utilisé par l'entreprise pour développer de l'emploi, de la formation, des salaires, et non pas pour aller faire des opérations pour acheter le voisin ou aller, y compris, jouer en bourse, comme certains aiment beaucoup le font aujourd'hui. Vous voyez l'articulation. Et ça, si vous voulez, dans les discussions, on reviendra là-dessus pour s'expliquer, parce que sinon je pourrais rester très longtemps sur chaque thème, mais ce ne serait pas très utile. J'arrive bientôt à la fin. Et donc, cette logique-là, on propose, je dirais, de la prolonger ou de l'instaurer au niveau européen, parce que, c'est-à-dire sur la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle donne 500 milliards d'euros par an aux banques.
Mais elle ne fait pas que donner 500 milliards d'euros aux banques par an, la Banque Centrale Européenne, merci. Elle, tous les mois, depuis le mois de, je crois, d'octobre 2015, ou quelque chose comme ça, elle rachète pour 80 milliards d'euros de titres de dette publique auprès des marchés financiers. Mais auprès des marchés financiers, bien évidemment. 80, ça fait 1800 milliards d'euros par an qu'elle injecte pour racheter des titres de dette publique auprès des marchés financiers. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, il faut que la Banque Centrale Européenne, il faut doter ce que il y a tout le débat, il faut rester, il faut sortir, il faut ci, il faut là, bon, bref, de l'Europe. Aujourd'hui, tel que les textes existent, mais bien sûr c'est une bagarre, hein, ça ne s'obtiendra pas, mais malgré tout, les textes tels qu'ils existent, ils nous le permettent. Nous, on propose quoi? Comme on dit des fonds régionaux et fonds nationaux, on dit un fonds européen de développement social, solidaire et écologique, qui serait doté donc par la Banque Centrale Européenne. Au lieu de donner ces 500 milliards aux banques pour rien faire, elle pourrait doter ce fonds de 300, 400, 500 milliards. Ce n'est pas le problème, elle peut fabriquer de l'argent. Mais à condition que cet argent, ce fonds, il permette dans chacun des pays de l'Union européenne de développer notamment les services publics de manière massive pour répondre aux besoins sociaux des gens, et y compris de prendre en charge, je dirais, des opérations de relance de l'activité industrielle, par exemple, dans des secteurs qui sont particulièrement défaillants dans certains pays. Et cette logique-là, on propose de la pousser jusqu'au niveau mondial, au niveau du Fonds monétaire international, du FMI et de la Banque mondiale, avec, je dirais, en lieu et place du dollar qui fait office de monnaie commune mondiale, la mise en place d'une véritable monnaie commune mondiale à partir là aussi de quelque chose qui existe et qui avait été créé pour ça à Bretton Woods. Hein, ça avait été créé pour ça, c'est les fonds, les DTS, les droits de tirage spéciaux, qui permettent donc de battre monnaie, qui permettent au FMI de battre monnaie, et avec cette monnaie-là, de financer le développement, notamment dans les pays qui en ont très besoin dans le monde. Les pays en développement, voilà. Et à des taux d'intérêt zéro. Et à des taux d'intérêt zéro. C'est ça qui est recherché, bien sûr. Parce que avant, avant ça fait longtemps, hein, c'est Giscard qui avait fait ça, en 1977, quand la Banque de France, qui avait été nationalisée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'avant elle n'était pas nationalisée, hein, vous savez, quand la Banque de France donc prêtait à la France, il n'y avait pas d'intérêt. L'État français disait à la banque, eh ben moi j'ai besoin d'argent, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai besoin d'argent. Imprimait des billets et donnait les billets. Et donnait l'argent. Et c'est ainsi que la France s'est équipée, s'est modernisée, et bien évidemment, l'argent créé par la Banque de France à l'époque, eh ben, il était largement remboursé par l'augmentation de la richesse en France, notamment du produit intérieur brut. Voilà. Donc, ensuite, c'est la maîtrise de l'argent des entreprises. Parce que, là aussi, il y a quelque chose de fabuleux. Les liquidités détenues par les entreprises n'ont jamais été aussi importantes. Les fonds de réserve des entreprises n'ont jamais été aussi importants. À peu près 150 milliards d'euros. Les enfants, on voit de cet argent. On ne le voit pas. On n'en sait rien. Donc, il faut là aussi, c'est un nouveau rôle, pour être explicite, y compris un nouveau rôle des comités d'entreprise qui permettent aux salariés de rentrer dans les gestions des entreprises pour savoir que cet argent-là, mais cet argent il est là, il est dans les caisses. Enfin, il n'est pas que dans les caisses, hein, parce qu'ils s'en servent pour spéculer, ils le font fructifier, bien sûr, cet argent. Hein, mais il rentre pas dans les poches, en tout cas, il ne rentre pas dans les poches des salariés. Hein. Donc, pour que les salariés disent, mais cet argent-là, il faut qu'on l'utilise pour faire ça, pour moderniser l'outil de travail, pour développer telle activité, voilà. Et il faut que, je dirais, si les entreprises ont
toute cette liquidité-là, toutes ces liquidités-là, c'est parce qu'en fait, elles contribuent de moins en moins au développement collectif, au développement de la société. Et elles contribuent de moins en moins à ce développement-là parce que, en matière de sécurité sociale, on leur a fait des allègements, on leur en fait tous les jours, et parce qu'en matière de fiscalité, on leur fait des ponts d'or. Vous voyez bien que maintenant, ils veulent y compris baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Au motif que les plus grandes entreprises payent moins que les petites, ont un taux d'imposition réel plus inférieur à ceux des petites, et donc on dit il faut baisser le taux global, comme ça les petites elles seront moins lésées par rapport aux grandes. Or c'est le contraire qu'il faut faire. Hein. Bon, voilà, bref, bon, voilà. Donc, pour éviter cela, ou pour contrer cela, il faut une grande réforme de la fiscalité pour une nouvelle maîtrise de l'argent des entreprises. Je ne parle pas de la fiscalité des personnes, mais la fiscalité des entreprises. C'est le plus important. Parce que c'est là que la richesse se crée, c'est dans l'entreprise qu'elle se crée, la richesse. Donc il faut un nouvel impôt sur les sociétés, donc il faut, je dirais, faire en sorte que les biens professionnels soient pris en charge dans l'ISF nouveau. Et il faut un nouvel impôt local, territorial des entreprises, qui était incarné précédemment par la taxe professionnelle, qui a été supprimée. Et on voit depuis la suppression de cette taxe professionnelle les difficultés qu'ont les collectivités locales et territoriales, je dirais, pour continuer leurs investissements et leur équipement, pour fonctionner tout simplement. Là aussi, il y a une baisse considérable. Au cours des 5 ou 6 dernières années, je ne me souviens plus du chiffre, je l'ai lu l'autre jour, mais il y a une baisse très importante des investissements publics. Et les investissements publics, ce sont les collectivités locales et territoriales qui représentent 70% des investissements publics. Et donc, j'en termine sur cette question de la fiscalité, avec donc la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui doit bien évidemment s'organiser, parce que si elle ne se fait pas là, ça ne sera pas très utile de le faire ailleurs, s'organiser dès le niveau national, mais je dirais avec la mise en place de solidarité active, de coopération, de convergence au niveau européen et mondial, pour une maîtrise collective européenne et mondiale sur cette question de l'évasion fiscale, et qui s'adresse aussi bien, je dirais, là aux entreprises qu'aux banques, au rôle des banques. Et ça pourrait passer parce qu'on pourrait appeler une COP fiscale mondiale, comme le disent par exemple les frères Bocquet dans leur bouquin, et qui, je dirais, où on pourrait mettre ce qui pourrait représenter, je dirais, un début de création d'un service public mondial du contrôle, je dirais, des flux financiers dans le monde. Avec, je dirais, la nécessité de faire beaucoup mieux, beaucoup plus en matière de transfert d'informations, de communication des informations d'un pays à un autre, d'échange d'informations entre pays, un échange d'informations bancaires, fiscales et financières. Et ça, on pourrait créer des structures, je dirais, de nouvelles institutions mondiales et européennes qui permettent de lutter contre ces pratiques d'évasion fiscale. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'évasion, la fraude, tout ça, ça s'appelle l'évitement fiscal, mais dans un nouveau mot. C'est vrai. Et on voit bien que c'est du grand banditisme, hein, ça. C'est la vérité, c'est comme ça se présente. C'est du grand banditisme. Et les paradis fiscaux, ils ne fonctionnent que parce que, je dirais, il y a tout cet argent qui est en circulation, qui a échappé à l'impôt, et que les banques utilisent, je dirais, pour rentabiliser au maximum dans des opérations financières, et pour la rentabilisation pour leurs clients, bien évidemment, bien souvent, hein, mais pour elles-mêmes aussi en même temps. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec les résultats qu'ils font. Et elles ont besoin de pouvoir exercer, je dirais, cette activité en toute tranquillité, et c'est ça, les paradis fiscaux. C'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Bon, j'en ai terminé.
Juste un mot pour vous dire que tout ce que je viens de dire, il est évident que ça ne peut pas se faire en un jour. Parce que je pense que vous avez perçu qu'il y a une architecture, je dirais, d'un projet cohérent de transformation de la société. Et obtenir tout ça en une journée, ou même à partir d'une simple élection, même si, je dirais, Philippe était élu, on aurait du mal à y arriver. Et on aurait beaucoup de mal à y arriver, surtout s'il n'y a pas les luttes sociales qui se développent à partir, je dirais, des besoins, des revendications exprimées par les salariés, mais à l'appui de ces propositions. Il faut que, et le temps électoral, je pense, pour nous, est quelque chose d'important dans ce contexte-là, puisque le temps électoral nous permet, je dirais, plus que d'autres fois, d'aller vers les gens, d'aller vers la population, et donc de leur porter ces propositions, ces informations, ces propositions. Et y compris entre nous, de débattre de ça, de toutes ces questions-là, de nos propositions, et de se former, d'avoir les réponses, le niveau de réponse. Parce que quand on se retrouve, je dirais, face à des salariés qui sont en difficulté, fermeture d'entreprise ou vague de licenciements massifs, il faut qu'on puisse apporter un certain nombre de réponses. Donc dire, voilà nous ce que l'on propose. Ou s'il faut relancer une activité, voilà nous ce que l'on propose. De l'argent, il y en a, il faut aller à la banque du coin, il y a du pognon. Il y a combien de dépôts, je sais pas, dans votre région, je ne sais pas, mais dans les banques, par exemple, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, on avait fait ça au moment de l'élection régionale, on avait, je dirais, repéré qu'il y avait plus de 250 milliards d'euros de dépôts dans les banques de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et c'est l'argent des gens. Et cet argent, il fait quoi? Il est pour repartir dans l'économie. Les banques, elles doivent l'utiliser parce que, et vraiment, j'en termine par là, parce que je ne vais pas rentrer après dans les cours, mais on parle de création monétaire. La création monétaire, c'est quoi? C'est une part, mais une part infime, un peu plus de 20%, mais pas plus. La Banque Centrale Européenne, par le biais de la planche à billets, tout simplement. Elle, la Banque Centrale Européenne, elle crée de l'argent à partir de rien. Elle fait tourner la planche à billets, vous avez besoin de 1 milliard, 1 milliard. C'est ça, comme ça. Mais l'autre création monétaire, massive, elle se fait dans les banques de dépôt, dans nos banques. Et elles le font à partir de quoi? À partir de leur politique. C'est le crédit qui crée de l'argent. C'est le crédit qui crée de l'argent. Ce n'est pas le crédit qu'elles accordent. Le crédit est de la création monétaire pure, même si ça ne se voit pas comme ça. Mais parce que tout le crédit qu'elles accordent aux gens, bien évidemment, les banques, elles n'ont pas la masse d'argent pour rembourser demain matin. C'est pas possible. Dans leur caisse, elles l'ont pas. Donc, c'est de la création monétaire. Et ce crédit, à partir du moment où il est effacé, c'est des masses monétaires nouvelles qui s'accumulent. Mais il n'y a plus de problème puisque le crédit accordé a permis de créer de la richesse, au moins autant de richesse que le montant de crédit accordé, sinon plus de richesse. Voilà. Quand quelqu'un achète un camion pour développer son entreprise, même quand quelqu'un construit sa maison, ben on fait fonctionner des artisans, des ouvriers, et voilà. Et donc on crée de la richesse, et donc les, je sais pas, 100 000 euros, 150 000 euros qu'on a empruntés, eh ben, on les retrouve dans les salariés qui ont travaillé. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, mais